Et on voulait vous présenter un homme qui avait décidé de rejoindre la fameuse Légion internationale. Il est français, il a été militaire dans une autre vie. Ce sont les massacres de Boutcha qui l'ont décidé à partir. Son nom de guerre, c'est Flash. Solène Rioux et Gabriel Aurillon l'ont rencontré. Ils racontent. Et les visages sont clairement pas les mêmes. Les visages sont clairement pas les mêmes. Être dans une guerre en plus à haute intensité, forcément ça marque le visage, ça fatigue nerveusement, physiquement. Ceux qui combattent vraiment, déjà, ils n'ont pas le temps d'aller à la gym. Donc on perd du muscle, la malnutrition, le stress, ça c'est des cas réels. Alors, lui, il est arrivé il y a presque 2 ans maintenant, puisque Boutcha, c'était il y a presque 2 ans. Il a combattu notamment à Bakhmout et il a vu, vous allez l'entendre, les combats de très très près. L'artillerie russe utilisait une quantité folle d'obus. Et les Ukrainiens, par contre, ils utilisent, c'est vrai, certes, moins de munitions, mais aussi parce qu'ils s'appliquent. Les artilleurs sont des mecs qui, quand même, ils sont très très bons. Même à Bakhmout, ils arrivaient à taper les positions russes. On était à 30 mètres. Et les mecs tapaient les Russes à 3, 4, 5 mètres de différence. Et vraiment, et là, à ce moment-là, il suffit d'un ou 2 clics trop courts. Et puis en fait, l'obus, c'est pour ta gueule. Donc c'est vraiment des mecs qui ont atteint un niveau de professionnalisme qui est, je pense, qui est pas loin de l'excellence. Vincent Crozet, on sait combien ils sont dans cette Légion internationale. Ça a été créé très très vite après le début de la guerre. C'est à l'appel de Volodymyr Zelensky. On signale que la France a déconseillé, a même essayé de décourager ceux qui voulaient y aller. Heureusement. Non, les chiffres que l'on donne, c'est entre 100 et 150 volontaires. Donc des gens qui partent de manière individuelle, souvent par idéalisme. Pas toujours seulement. Parfois, il y a des groupes constitués, qui très politisés, qui envoient des éléments. Heureusement que la France déconseille. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces jeunes qui partent, et qui partent de manière inconsidérée et irresponsable, mettent la France en porte-à-faux, on le voit, en ce qui concerne les menaces récurrentes de la Russie et éventuellement le ciblage de la Russie sur ses personnels. Et puis, si ces gamins ont un problème sur le front, qui va s'occuper de rapatrier les corps, c'est la question que d'accompagner les familles ? C'est la puissance publique française. C'est l'État français qui va s'en occuper. Donc à la fois l'État français va être pris en porte-à-faux sur la conduite de ces combattants en fait sur le champ de bataille, et ensuite en cas de souci, c'est l'État français qui va devoir agir. Et puis il y a un autre problème, c'est on va entretenir la confusion. Tout à l'heure, l'intervenante parlait du statut en fait de ces hommes, de ces combattants. S'ils sont capturés par les Russes, ils vont être considérés comme espions ou terroristes. Donc, ils sont très très vulnérables en fait. Et ils vont être considérés comme espions. Donc, on voit bien Valérie en parlait tout à l'heure sur le vocabulaire employé par les Russes à leur égard. Il y a toujours une petite confusion. On essaye toujours de les faire passer pour des espions. Or, il est absolument hors de question pour la DGSE, par exemple, d'infiltrer ce type d'unité. Pourquoi ? Parce que vous allez opérer avec des camarades étrangers à vos côtés, donc ils vont vous identifier. Vous allez devoir en plus obéir à des ordres du commandement ukrainien qui ne sont pas, maîtrisés ou contrôlés par les Français. C'est-à-dire que si vous livrez une exaction, si les Français se livrent à une exaction demain, la France pourrait être considérée responsable. Parce que c'est là où il y a un problème quand même général, c'est que ils sont assimilés à l'armée régulière, d'après ce que j'ai compris. L'armée régulière ukrainienne, ils sont intégrés dans ceux qui combattent au sein de l'armée ukrainienne. Volodymyr Zelensky a encouragé évidemment ces gens à venir dans le pays contre l'avis de la France, mais ça doit être la même chose pour l'Italie, pour l'Espagne, voilà. Donc ça met effectivement la France en porte-à-faux, et en même temps, c'est une volonté de Volodymyr Zelensky. Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le romantisme de cette aventure dans le cadre d'une idée de la défense d'un pays attaqué, etc. Donc ça. Il y a aussi le volet purement étatique, celui dont vous parliez. C'est-à-dire qu'effectivement, ça met la France en difficulté. S'il est capturé, il sera à ce moment-là considéré comme un Français. Donc il va falloir faire des tractations, essayer de l'échanger, sous réserve que les Russes le conservent en bon état. Donc pour nous, c'est en plus une implication d'un Français dans un combat, etc. Bon. Troisièmement, il faut espérer que c'est quand même pas un déserteur non plus. Parce que
s'il a été ou s'il a été encore, il a peut-être quitté l'armée française, mais s'il a, c'est ce qu'on dit, servi dans l'armée française, il faut qu'il en soit vraiment parti. Il dit qu'il est un ex-militaire. Voilà, mais un ex, est-ce qu'il est ex parce qu'il est déserteur ou est ex parce qu'il a coupé tout lien et qu'il n'avait plus de lien avec l'armée française? D'autre part, on évite que des gens qui ont acquis des capacités militaires ne les mettent au service d'autres. On voit des pilotes de l'aéronavale que les Chinois cherchent à recruter pour apprendre des choses qu'ils ne savent pas faire eux-mêmes, etc., au moins pour le moment. Donc on voit bien que, suivant l'angle sur lequel vous considérez ce combattant, il y a un volet sympathique, comme toujours, pour le romantisme, sur une bonne cause. Et puis, il y a tous les autres aspects qui sont quand même beaucoup plus contrastés. Mais s'il avait déjà quitté l'armée, il n'est pas hors la loi, là, vis-à-vis de la loi française. Non, il n'est pas hors la loi, mais il a quand même appris beaucoup de choses dans l'armée française. Il a appris beaucoup de choses dans l'armée française, notamment des savoirs en termes de combat, de comment tuer un homme, comment utiliser tel type d'armement. Et il l'a utilisé dans l'objectif du service de la France, pas du service d'un pays étranger. D'accord. Donc c'est en cela que ça pose un problème qui n'est pas totalement clair encore chez nous, mais qu'on essaye d'éclaircir de façon à éviter que des compétences acquises sous les drapeaux soient mises à disposition d'un autre État. Alors, si c'est l'Ukraine, l'Ukraine est l'ami de la France en ce moment, c'est pas notre allié, mais c'est notre ami, c'est un ami qu'on soutient. On voit bien que c'est différent qu'avec la Chine, où les relations sont quand même plus délicates. Moi, j'ai une question, pardonnez mon côté béotien, mais est-ce que la France pourrait demander à Zelensky de ne pas accueillir ses volontaires français dans la Légion internationale? Ça me paraît difficile, parce que d'abord, nous, on a cette fonction d'accueil. On accueille bien des étrangers à la Légion étrangère. À la Légion étrangère. Ils sont une unité régulière mais on est en temps de paix. De la Légion au sein de l'armée française, et qui accueille des étrangers. Donc il est difficile de dire à l'autre, n'accueillez pas les Français. Parce qu'on accueille des Ukrainiens. D'ailleurs, un certain nombre d'Ukrainiens sont retournés en Ukraine pour combattre. Ça, on le comprend. C'est d'ailleurs une règle un peu générale, quand un conflit démarre, que ceux qui veulent repartir... Ceux de la Légion... Les Ukrainiens sont repartis, les Russes sont plutôt restés. Bon. Ah oui, vous voulez dire ceux... Alors, attendez, juste dans pour la bien Légion comprendre. étrangère. Dans la Légion étrangère, il y avait des Ukrainiens, des Russes, etc. Bon, bah, les Ukrainiens sont partis combattre avec... Mais ça... Et les Russes sont plutôt restés. Bon. Oui, vous n'avez peut-être pas envie d'aller combattre en Russie. Non, il y a quelque chose qui est assez frappant avec ce jeune homme, Flash. C'est qu'il a l'air quand même d'avoir la tête sur les épaules, il a l'air d'être un garçon structuré, enfin quand on l'écoute parler, voilà. Et pourtant il risque sa vie clairement. La preuve, il a raconté à Solène et à Gabriel la fois où il a vraiment failli y laisser sa vie. Écoutez. Il y a une nuit où je suis resté en avant, j'ai envoyé mon collègue récupérer l'infanterie ukrainienne. J'ai dû faire l'erreur de me faire détecter par un drone russe, et à ce moment-là... les mecs, ils ont déchaîné les enfers. Enfin, ils étaient motivés à m'avoir, quoi. Et les tirs se sont rapprochés, jusqu'à ce que je prenne le dernier tir de mortier à peut-être 1,50 m du trou où j'étais. Et tout l'abri m'est tombé sur les jambes, le bassin. Et puis là, à ce moment-là, tu dis putain, merde. Bon, là, ça y est, c'est bon, j'ai ma dose. Je vais peut-être m'arrêter là, quoi. Coup de bol, les drones, ils faisaient que des allers-retours. Et en fait, au bout d'un moment, le drone, je l'entends qui s'en va. Et là, je calcule 5, 8, 10 secondes. Et je me dis, putain, il n'y a pas d'autres drones qui arrivent, quoi. Et là, du coup, j'ai claqué ma jumelle de vision nocturne. Et puis en avant, quoi, je suis sorti du trou et j'ai couru aussi vite que j'ai pu en arrière jusqu'à la dernière position ukrainienne pour me replier, quoi. Alors, il y a toujours eu des volontaires. Il est quand même câblé. Pour des raisons idéologiques, d'ailleurs, que ce soit pendant la guerre d'Espagne ou que ce soit pendant la guerre de l'indépendance américaine. Les premiers Français qui sont arrivés là-bas, c'est d'abord pour servir... dans le cadre de la révolution en cours, de la rébellion. Donc il y a toujours ce volet-là. Donc il y a toujours un côté sympathique. Ce qu'on peut noter quand même, c'est qu'ils ne sont pas très nombreux, les Français qui sont allés. Bon, quelques centaines, mais ce n'est pas 30 000. 30 000, ça aura une signification réelle. Quelques centaines, on traite encore des cas isolés.
Ouais, c'est ça. Évidemment, ce garçon a la tête sur les deux épaules. Je souhaite qu'il la conserve d'ailleurs. Mais je veux dire, il prend ses risques, il les assume d'ailleurs. Oui, c'est ça, il les assume très bien. C'est en cela, il réclame rien là. Non, il réclame rien, il raconte en fait. Alors, j'ai un dernier extrait à vous montrer. Je voudrais que vous réagissiez. Je voudrais juste qu'on ait le temps parce que je vois que ça tourne. Mais c'est intéressant parce qu'on parlait de l'OTAN tout à l'heure justement. Une question spécifique d'ailleurs sur les standards, OTAN, la doctrine, etc. C'est intéressant parce que on avait dit il y a quelques mois qu'il y avait eu des formateurs allemands, par exemple, moi je me souvenais de ça, qui avaient formé des Ukrainiens et qui n'étaient pas du tout au fait du terrain, qui leur apprenaient à déminer un champ qui correspondait pas du tout aux standards de l'Ukraine, par exemple. Et ça n'est qu'un exemple, évidemment. Écoutez ce qu'il dit à ce sujet-là, justement. La méthode OTAN, bon, déjà, si elle est appliquée sans vraiment avoir d'évolution sur le papier, sur les tactiques, du coup c'est une méthode qui date d'il y a facilement 30-35 ans en arrière. Moi j'ai des retours de certains entraînements qui ont été faits même en France. Il vaut mieux se contenter de faire vraiment un bon entraînement basique plutôt que vouloir s'improviser, et ça c'est malheureusement une réalité, s'improviser les grands chefs et les grands patrons des combats de tranchées quand les pays qui entraînent certains Ukrainiens n'ont jamais connu de combats de tranchées depuis plus de 100 ans, quoi. Oui, Mathieu, il dit en fait, en gros, entraîner un terrain qu'on ne connaît pas, il y a une forme de guerre qu'on a appris dans les manuels d'art de la guerre. Alors, je ne suis pas le plus qualifié, à mon avis, pour tout ce qui est question vraiment d'entraînement militaire stricto sensu. Mais c'est vrai que l'OTAN, en fait. Je ne crois pas, n'avait pas envisagé forcément la guerre des tranchées comme étant plutôt la grande guerre de mouvement, l'Air Sea Battle, etc., l'Airland Battle. Oui, enfin, le combat de tranchées, je crois que c'est quand même assez spécifique, tenir une tranchée, progresser dans un système de défense comme ça. Je sais pas si c'était encore enseigné dans les années 80, 90. Non, en fait, le problème qu'il soulève, c'est qu'il dit attendez, des guerres comme celle-ci, personne ne les a expérimentées, si j'ose dire, dans les pays de l'OTAN dans les 10, 20, 30, 40 dernières années. Donc en fait, il dit, alors je mets de côté les combats spécifiquement en Ukraine, mais il dit il faut revoir toute la... Entre le réel et l'entraînement, il y a toujours un gap. C'est ça, c'est inévitable.